Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 20, les projets abandonnés. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Ça fait 9 ans, c'est assez incroyable. Merci de votre suivi au long cours sur Procrastination. Merci à elbakin.net qui nous diffuse contre vents et marées depuis tout ce temps aussi. Et comme d'habitude, on vous bassine pas avec ça. Mais si vous aimez le podcast, que vous le trouvez intéressant, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire, etc. sur votre agrégateur de podcast préféré. Et comme d'habitude, si vous ne l'aimez pas, envoyez-le à votre meilleur ennemi. Alors, c'est pas pour dire qu'on abandonne, on va revenir pour une saison 10. Si ça se trouve, bientôt, Procrastination sera suffisamment âgé pour boire de l'alcool et conduire une voiture. On va parler donc des projets abandonnés. C'est a priori inévitable dans une pratique artistique au long cours, à tout niveau. Il y a un moment des projets qu'il faut délaisser ou qu'on doit délaisser, ou que ce soit par les circonstances ou par le désir, ou en tout cas de les mettre de côté pour un long moment. Et donc on va parler de ça. Comment savoir quand il faut laisser un projet sur le bord de la route, quand on doit, quand c'est probablement la chose pertinente à faire, et comment gérer le potentiel impact de la chose et que faire ensuite. Je pense que c'est important de commencer en disant que ça arrive à tout le monde, que c'est absolument pas la fin du monde. Ça fait partie de la vie, de la pratique artistique, que c'est un truisme évidemment de dire ça, mais des fois aussi laisser un projet sur le bord de la route, c'est évidemment faire la place pour quelque chose d'autre qui est peut-être plus pertinent au moment où on est, que des choses peut-être qu'on avait envie de faire depuis très longtemps, finalement peuvent avoir passé leur moment. Elizabeth Gilbert dans Big Magic, elle en parle d'ailleurs, et c'est pas nécessairement une mauvaise chose. On évolue, la vie avec, c'est comme ça, ma bonne dame. Donc c'est pas une fatalité, c'est pas un échec, c'est rien de tout ça. Mais par contre, évidemment, ça peut quand même un peu être une décision qui peut être un petit peu difficile, un petit peu douloureuse psychologiquement. Donc comment ça se passe? Pourquoi? Comment ça se gère? Je vous ai vu hocher la tête, donc du coup je suis curieux de votre hochement de tête. Je vais peut-être commencer moi pour faire un petit pas de côté, puisque les textes qui m'est arrivé d'abandonner étaient des nouvelles ou novellas. C'est-à-dire que c'est pas des textes sur lesquels j'avais passé des mois, des années, comme ça peut être avec un roman. Donc l'impact et le côté douloureux est moindre. Même si parfois c'est jamais agréable le moment où on se prend un mur, on se prend un mur de soi-même, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est arrivé de plusieurs manières. Soit je m'aperçois que le texte, je le sens pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Soit parce qu'on me l'a signalé extérieurement, soit parce que moi-même je sens que non, ça marche pas. Et j'ai beau retourner dans tous les sens, ça veut pas. Et pour moi, à ce moment-là, c'est un texte qui va être mal. Il y a quelque chose qui me dit ce texte est mal conçu, ou alors c'est en fait le projet ne marche pas. Il suffira pas de juste reprendre le début, changer l'ordre ou quoi. Ça veut pas. Donc dans ces cas, soit j'ai laissé de côté en disant le projet est mort-né, en fait quelque part ça ne peut mener à rien. Il y a eu des cas de figure où je laisse reposer et j'attends de voir si à un moment donné il va y avoir une illumination qui peut se produire des fois longtemps après. Ou ce qui m'est aussi souvent arrivé, particulièrement quand je débutais, c'était de reprendre des éléments. Et je pense par exemple à une nouvelle que j'ai publiée il y a assez longtemps qui s'appelle Élégie, qui est une nouvelle qui est très minimaliste dans c'est un personnage, une situation, un lieu. Et en fait, c'est issu d'une nouvelle que j'avais ratée. J'avais écrit une nouvelle fantastique beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus développée. Et puis, en fait, non, je la fais lire autour de moi. On me dit non, elle marche pas. Et j'abandonne en me disant, ok, ce texte est foireux, mais il y a une image qui me revenait. Je me dis, ce serait quand même dommage que j'abandonne cette image, ce truc-là. Tiens, si je faisais un texte où je vais juste faire un focus sur cette image, cette scène du texte. Le reste, je l'évacue, mais juste ça. Et en fait, c'est en faisant ce focus, j'ai fait un bond en avant dans l'écriture, parce que du coup, j'ai utilisé un point de vue que j'avais jamais eu. Et j'ai fait un texte qui a été un de mes premiers textes qui soit un petit peu démarqué parce que justement sa structure était particulière. Donc de temps en temps, un projet abandonné n'est pas un projet abandonné complètement. Il y a juste que sous la forme qu'on avait conçue, c'est pas la peine, mais peut-être qu'il y a un personnage, peut-être qu'il y a une scène, peut-être qu'il y a des idées qui pourront être greffées ailleurs plus tard. C'est jamais complètement perdu de toute manière. Après, oui, même les projets vraiment abandonnés vous apprennent quelque chose.
Maintenant, effectivement, beaucoup de projets sont pas forcément abandonnés. Ils sont juste aussi mis en stand-by parce qu'il y a des projets, par exemple, qu'on écrit une première fois parce qu'on y tient. On est trop jeune, on n'a pas l'expérience pour les mener à bout comme on voudrait. Et donc, on les laisse de côté et le moment revient. Et en fait, disons quelque chose que l'expérience m'a appris aussi à un peu mieux cerner, que je pressentais déjà au début, hein, mais que l'expérience m'a vraiment appris à cerner, c'est qu'il y a un bon moment pour les projets. Et par moment, c'est trop tôt. Et par moment, il faut accepter que c'est trop tôt, même si on ne sait pas quand viendra le bon moment. Mais quand, par exemple, ça commence à être vraiment compliqué avec l'éditeur avec qui on le faisait, se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine, quand il est vraiment plus sur la même longueur d'onde, vraiment pas forcément décidé à le défendre comme vous le voyez, par moment, oui, il faut peut-être dire non, c'est pas le moment. Ou quand il y a un changement d'éditeur et que la personne qui était avec vous, qui a porté votre projet à fond et tout à coup, elle est plus là. Est-ce que là, on continue encore? Est-ce qu'on va pas, du moins, le faire autrement? Il y a des projets dont c'est plus l'heure aussi ou pas encore l'heure. Et il y a des projets auxquels on a cru pendant très très fort, pendant quelques années et tout. Et puis, le monde de l'édition change et là, ils ont plus de place d'un coup. Et c'est pas grave parce qu'ils en retrouveront peut-être une plus tard, sous une autre forme. Moi, j'ai laissé un reflet de lune, donc parce que pour le coup, souci d'éditeur et tout. Grosso modo, je me suis fait virer, à peu près. Mais j'ai laissé un reflet de lune en plan sur mon ordinateur pendant des années. Et à un moment, ça s'est débloqué alors que même j'y pensais pas en fait. Donc, si c'est un projet auquel vous tenez, il y a un moment qui va peut-être arriver pour lui. Et après, ce que je vois aussi par moment, c'est que il y a des projets qu'on a beaucoup aimés quand on était jeune, mais qui ouais, en fait, faut se demander si on y tient encore pour des bonnes raisons, si c'est pas juste parce que, ouais, c'était quand on était jeune et plus ou moins chevelu selon les gens. Ah, ça va, hein. Mais justement, moi, je suis trop chevelu maintenant. Et, non, mais voilà, mais est-ce que c'est pas la période qui nous rappelle qu'on aime? Est-ce que c'est pas le moment dans lequel on l'a écrit qu'on aime? Est-ce que c'est vraiment ce projet-là qu'on écrirait nous maintenant en tant qu'auteur, en tant qu'autrice? Peut-être que dans ce cas-là, faut se demander, ou au moins, si on le reprend avec une méga de chez méga refonte. Et disons, ça rejoint un peu ce que disait Mélanie, c'est le côté inverse de la médaille, c'est-à-dire soit prendre des éléments cool et les mettre ailleurs, soit prendre les éléments cool, enlever tout le reste et se baser sur ces éléments cool pour reconstruire un truc. Donc ça sera plus vraiment le même projet en fait, mais c'est pas grave. Et enfin, dans ce que j'ai abandonné comme projet, je pense qu'il y a un projet qui est vraiment abandonné, mais là pour le coup parce que je l'ai écrit pour des mauvaises raisons et que je m'en suis rendu compte. Parce qu'on a dit, on m'a dit, et je me suis laissé convaincre que c'était un truc qu'il fallait que j'écrive pour faire bien, pour ma carrière. Et je l'ai écrit super lentement. Alors que d'habitude, j'écris vite et je corrige beaucoup. Et là, j'avais du mal à écrire. J'étais méga lente, je m'ennuyais comme c'est pas permis. Et voilà, j'ai pris l'avis de mon bêta-lecteur, Jérôme, en qui j'ai méga confiance plus qu'en moi-même. Et il m'a dit, grosso modo, est-ce que je peux être cash? Oui, de toute manière, il est. Et il m'a dit, on dirait un mauvais roman de blanche que t'as pas envie d'écrire. Quelque part, mais c'était pas complètement de la blanche, donc la littérature générale, en fait, c'était vrai. Voilà. Et en plus, pour revenir sur ce qu'a dit Lionel, dites-vous surtout que le temps, et ça, vous allez l'apprendre à la dure, petites autrices, petits auteurs, le temps, il est pas étirable. Donc en fait, le temps que vous allez passer sur un projet dont c'est plus le moment, pas le moment, qui est pas là pour des bonnes raisons ou pas pour des bonnes raisons tout de suite, vous pouvez pas le mettre sur le projet cool dont là, ça serait vraiment, ouais, là, c'est le moment pour lui. C'est lui qui a envie de vivre maintenant. Et donc, je sais que c'est dur quand on abandonne un projet qui nous tient à cœur, Binder, Dundat, je passe par là aussi. Mais dites-vous que c'est de l'espace que vous récupérez dans votre cerveau, dans votre vie, c'est du temps que vous récupérez pour le super projet cool qui attend que ça, qui attend que vous et qui demande qu'à vivre, quoi. C'est une alchimie difficile à manier des fois, mais je sais pas si ça vous arrive. J'ai des jeunes auteurs autrices qui viennent me voir en me disant j'ai une touche pour mon manuscrit, ça se passe pas mal, mais bon j'ai eu des conversations avec l'équipe éditoriale et en fait ils veulent me faire X, Y, Z comme refonte et franchement c'est pas vraiment le truc, mais en même temps c'est une opportunité éditoriale. Et c'est une question hyper valide. Et en même temps, on parle tout le temps ici du bénéfice de la correction éditoriale, mais parfois, il faut savoir reconnaître quand se retirer courtoisement si jamais la vision éditoriale d'un projet n'est pas celle qu'on a. Pour moi, il y a une métrique qui est extrêmement claire pour ce genre de choses, et c'est en général, c'est la réponse que je fais quand on pose ce genre de truc, c'est si tu fais les corrections qu'on te demande, est-ce que tu reconnaîtras toujours le bouquin à la sortie? Parce qu'il n'y a rien de plus déprimant que d'avoir un texte qui sort et qu'on reconnaît pas. Parce qu'on a fait des corrections contre son jugement, contre son envie, contre ce que le texte voulait être.
et de se dire, en fait, il est sorti, mais c'est pas vraiment le mien. C'est vraiment pas une expérience que je recommande. Et à partir du moment où on peut faire ce calcul-là et se dire, bah, tu sais quoi, je préfère que ça sorte pas plutôt que ça sorte dans l'état comme ça. Eh ben, il faut être en paix avec soi. Je pense, il faut se dire, bon, bah, c'est pas grave, je me retire courtoisement, c'est pas grave. Et effectivement, le projet, il trouvera peut-être, ou pas, sa place ailleurs, mais qu'il la trouve ou pas, c'est pas forcément grave. À ce moment-là, il faut, parce qu'on est au service de ses projets. Au final, on fait les trucs parce qu'on a envie de les faire. Et évidemment, ça ne veut pas dire, vous, auditoire, vous me comprenez, ça ne veut pas dire qu'il faut refuser la moindre correction et pas accepter de bouger la moindre virgule. C'est pas ça du tout. Mais d'arriver à faire les projets qu'on a envie de faire dans les bonnes conditions. Mais à ce moment-là, c'est pas grave. C'est une bonne décision artistique. On est au service des projets qu'on a envie de faire et d'essayer de les faire avec les bonnes personnes. Et à mon avis, c'est ça qui est important. Alors, après, je peux me tromper et je peux être une sale idéaliste, mais je pense que si vous avez un projet qui, pour le coup, est votre projet auquel vous tenez vraiment, et pas simplement parce que vous l'avez fait, quand vous étiez jeune et que vous étiez amoureux et qu'il faisait beau et que les cigales chantaient, etc. Quand même, disons, tout ce que vous faites après, ça va aussi vous ouvrir des horizons quelque part qui font que, vous cernerez mieux votre projet, qui vous tient vraiment à cœur. Et quand même, quand on s'accroche, c'est pas garanti, mais on a de très grandes chances qu'au moins ça existe d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a quand même aussi des manières de faire exister un projet, même par auto-édition, même par autre chose, s'il y a un texte que vous voulez vraiment, vraiment voir venir. Donc, le définitif est très rare. Et du moment que vous continuez à écrire, il n'y a rien qui est joué, il n'y a rien qui est dit. Maintenant aussi, alors là, on va parler plus bassement carrière, puisque Lionel, tu parlais impact sur la carrière. Vraiment, croyez-moi, c'est pas abandonner un projet ou postponer un projet le pire. Le pire, c'est d'être entraîné dans un projet dont vous sentez qu'il est en train de prendre le fond. Et vous allez devoir défendre un bouquin qui prend le fond. Vous avez passé du temps et de l'énergie sur un livre qui est en train de prendre le fond. Et c'est pas cool. Et ça sert pas à votre carrière. Et moi, j'ai eu la chance de pas avoir de projet qui me plombe vraiment. Mais je connais des collègues qui ont eu ça et par moments, c'est vraiment dur de remonter. Et des collègues qui se sont laissés entraîner pour plein de raisons, des amitiés, des contextes éditoriaux, il y a plein de raisons aussi et qui sont pas forcément en plus les pires, quoi, mais qui se sont laissés entraîner, comme disait Lionel, à faire des corrections où ils reconnaissaient pas leur bouquin pour des livres qui après, étaient pas forcément bien défendus parce que simplement, quand les visions de l'auteur et l'éditeur, elles se rencontrent pas, déjà c'est compliqué de défendre un projet. Quand elles se rencontrent, c'est compliqué, mais quand elles se rencontrent pas, c'est impossible, en fait. Et donc, il y a effectivement des auteurs qui ont eu des projets qui les ont complètement plombés parce qu'ils se sont acharnés envers et contre tout, et contre leur instinct aussi. Et avoir le mauvais projet qui sort et qui vous plombe, c'est pas forcément un service à rendre à votre parcours. Aussi, si on parle bassement de carrière. Après, vous pouvez décider que le côté bassement carrière, vous vous en moquez, et c'est très bien. Mais si vous voulez un avis bassement carrière, oubliez pas qu'un mauvais projet mal défendu, ça peut vous plomber. Et ça peut vous plomber psychologiquement aussi pendant assez longtemps. J'ai eu la chance de pas être plombé à ce point, mais vraiment, j'ai vu des collègues passer par là, c'est pas cool. Il y a un peu cette idée comme quoi il faut occuper l'espace. C'est pas vrai du tout. Il faut faire des bons bouquins en fait. On en a parlé dans un épisode précédent. Et je crois que c'est toi qui disais que les gens nous oublient pas en fait. Donc ça sert à rien d'essayer absolument de produire à fond pour occuper l'espace. C'est pas vrai. En plus, la littérature classique est jalonnée de one hit wonders, de personnes qui ont sorti le bouquin qui a marqué une époque. Il en a sorti un et voilà, il a fait allez c'est bon. Allez, je vous laisse. Je rentre chez moi. Il faut faire les bons bouquins auxquels on tient. Moi aussi, je suis un sale idéaliste. Je pense aussi complètement comme toi, et je sais que une partie du poditoire, on le voit un peu dans les réactions en ligne et tout. Des fois, c'est un peu difficile de croire ce genre de choses, mais je pense vraiment que c'est vrai et l'expérience le montre. Et je suis tout à fait idéaliste et d'accord. Ma propre expérience d'autrice vraiment pas très productive va dans ce sens. C'est-à-dire que moi j'ai acquis la certitude que je préfère avoir moins de textes, je préfère moins occuper le terrain en quelque sorte. Par contre, ne sortir que des textes auxquels je crois vraiment. Ne serait-ce que parce que à mes débuts j'ai sorti quelques textes dont je me suis détachée, que je perçois maintenant comme des textes de jeunesse et que j'ai beaucoup de mal à assumer. Et c'est quelque chose que je trouve très désagréable. Et j'ai renoncé, j'ai mis de côté un projet il y a quelque temps en me disant je préfère que ce projet ne sorte pas ou que je le retravaille ou que je le laisse pour l'instant que de sortir quelque chose dont moi-même je suis pas sûre que j'ai envie de le défendre parce que je suis pas complètement sûre d'avoir réussi mon coup
et que j'aime pas cette sensation de ne pas être à 100% sûr de ce que je publie. Enfin, 100%, on l'est jamais, mais de ne pas moi-même avoir cet enthousiasme, cette certitude que ce texte-là, je crois qu'il s'y passe un truc. C'est compliqué de défendre un texte auquel on ne croit qu'à moitié soi-même. Voilà, un texte, il est publié, vous allez aller devant les lectrices, devant les lecteurs, vous allez leur demander de quand même passer du temps avec votre texte, d'investir de l'argent dans votre texte. Ouais, si c'est un texte que déjà vous aimez pas vraiment, ça va être vraiment compliqué. Et puis, il y a tellement du côté cinéma, à fortiori aux États-Unis, mais il y a eu quelques qu'en France, des producteurs qui ont réussi à imposer, en France c'est plus difficile, mais ça arrive, des producteurs qui imposent des trucs contre l'avis des réalisateurs et tout, et ça, en cinéma, c'est là beaucoup trop courant. Et en général, ça donne pas des bons trucs parce que, voilà, c'est pas des bons producteurs. En littérature, quand même, c'est beaucoup plus facile de publier un livre que de faire un long métrage, que de faire un film ou même un court métrage. Donc, vous avez cette chance d'être dans un monde où quand même vous pouvez faire vos projets tels qu'ils vous parlent à vous et vous n'avez pas à les faire charcuter, à accepter que le prod les charcute pour que quand même ils existent. Ouais, profitez-en, quoi. Déjà, ça coûte moins cher en effets spéciaux et en casting. En café, on n'est pas sûr, par contre. Ouais, ça dépend. Si c'est Estelle, non, c'est pas sûr. J'en bois moins. Félicitations pour terminer. Plus de 30 ans passés à abandonner des choses m'ont préparé à une carrière d'écrivain, non pas en me rendant persévérant, mais résilient. Philippe Whitgren. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné à l'écrire et on vous donne rendez-vous le 15 septembre pour la saison 10. Incroyable, on passe aux 2 chiffres. Bon été. Bye.